Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Ça fait plus de 2 ans que je me bats contre les restrictions sanitaires. Je les annonce d'abord, puis je conseille aux gens de ne pas se laisser faire. Et donc, quand je vois les convois de camions, au Canada notamment, vers Ottawa, et ceux qui suivent ailleurs, en France, on en parle aussi aux Philippines et dans d'autres pays, je me réjouis évidemment qu'il y ait une réaction populaire par rapport à la situation. Mon but n'est évidemment pas de jouer aux troubles-fêtes et de décourager les gens, au contraire. J'ai appelé à l'action, et quand il y a des actions, même si elles ne sont jamais suffisantes, même si elles ne sont jamais parfaites, il faut s'en réjouir. Par contre, j'ai un message qui est important. Parce que, je l'ai dit dans une vidéo de septembre où je parle de guerre, en reprenant les mots du président de la République en fait, mais pas une guerre contre un virus évidemment, eh bien, la guerre est composée de beaucoup de batailles. Et quand il y a une fin à la guerre, le perdant peut avoir gagné plusieurs batailles. Donc, éventuellement gagner une bataille, par exemple, que les convois parviennent à faire changer la politique d'un gouvernement ou d'un autre en retirant, par exemple, des passes sanitaires ou des obligations d'injection, eh bien, c'est gagner une bataille, c'est indéniable, c'est bien, mais c'est pas pour ça qu'on gagne la guerre. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pas pour vous décourager, c'est pour que vous ne perdiez pas votre attention en cas de victoire. On voit dans la presse que certains États, au Canada par exemple, ont déjà retiré les restrictions, ou une partie de celles-ci, clairement en réaction aux manifestations. Donc bravo, on a demandé quelque chose, on l'a obtenu, totalement ou partiellement, et donc on peut s'en réjouir. Ce qui est très important, c'est de ne pas se relâcher, parce qu'il y a des objectifs qui ne sont pas des objectifs complotistes, puisque ce sont des objectifs affichés. Ils sont affichés, certes discrètement, mais affichés quand même. J'en ai parlé dans 2 vidéos récentes, notamment la dernière sur ce sujet, que j'ai publiée au moment de la validation du pass par le Conseil constitutionnel, où je termine, où je vous montre en petit montage qui est censé illustrer une ligne du temps très partielle, où je vous montre la succession de quelques événements que je vais compléter dans une vidéo au mois de mars qui sera plus détaillée que celle-ci. Mais dans cette stratégie sur du long terme, une bataille ne change rien. Il faut maintenir la pression pour gagner la guerre. Pire que ça, ceux qui font des jeux de stratégie le savent, on peut parfaitement faire semblant de perdre une bataille dans le but d'en gagner d'autres. Dans le cas ici du pass et des convois, on voit que la plupart des pays du monde sont en train de lever les restrictions, sauf quelques pays, notamment la France et le Canada. C'est donc en France et au Canada qu'on a des manifestations, des convois. Évidemment, la France et le Canada ne vont pas rester seuls avec leurs restrictions. Si les autres pays du monde les retirent, ils vont les retirer aussi. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont attendu pour les retirer? Il y a certainement des raisons politiques diverses, mais ça peut faire partie de la stratégie, j'en sais rien, de dire on va attendre qu'il y ait des manifestations un peu plus fortes pour les retirer, ainsi on donnera une impression de victoire à l'adversaire, nous. Ce sera l'occasion pour eux, après une victoire ou une impression de victoire, de se relâcher, et évidemment c'est quand l'ennemi se relâche qu'on peut porter un coup fatal. Donc, je suis en train de vous dire bravo pour ce que vous faites, si vous faites partie du convoi ou que vous les soutenez. Continuez, il est probable que vous alliez gagner, très bien, mais attention à la suite. Et il faut que je le dise maintenant, parce que si je le dis dans un mois ou deux, ça peut déjà être trop tard. Peut-être. J'ai constaté un problème chez beaucoup de gens qui sont, je dirais, dans notre camp, des opposants, des résistants. C'est qu'ils citent par exemple la Suède comme exemple, comme pays où éventuellement s'expatrier pour fuir les restrictions sanitaires. Effectivement, la Suède a eu une politique sanitaire, ou plutôt une réaction à la crise, on sait que le côté sanitaire est évidemment un prétexte, qui a été beaucoup plus raisonnable que tous les autres pays d'Europe. Il n'y a pas eu plus de victimes pour autant, même plutôt moins, et donc ça donne l'impression d'un pays plus raisonnable. Maintenant, il y a d'autres interprétations, peut-être un peu complotistes, mais je le fais exprès, vous avez vu mon titre. Je vous rappelle ce que je disais dans les 2 vidéos précédentes sur le sujet, donc sur l'incompétence des gouvernements et le
PASS, approuvé par le Conseil constitutionnel, en particulier dans celle où je parle d'incompétence, où je dis qu'en fait ils ne sont pas incompétents en tant que tels, ils ont des objectifs et ce sont des objectifs signés dans le cadre de l'agenda 2030 à l'ONU par 193 pays. Donc il n'y a absolument pas de complot là derrière. Tous les pays dont nous parlons, États-Unis, tous les pays d'Europe, y compris la Suède, la Chine, etc., vont vers cet agenda. Alors pourquoi est-ce que certains pays seraient très stricts par rapport à leurs restrictions de liberté, comme la France, et des pays le seraient beaucoup moins, comme la Suède, s'ils vont aux mêmes objectifs? Eh bien, stratégiquement, c'est très logique. D'une part, si tous les pays faisaient la même chose, il est évident que le peuple se rendrait compte qu'il y a une coordination entre ces pays pour prendre les mêmes mesures. Si chaque pays prend des mesures différentes, ça donne l'impression que chaque gouvernement tente le mieux qu'il peut, avec ses erreurs, avec ses incompétences, mais qu'il n'y a pas de coordination internationale. Donc stratégiquement, si on veut que ces objectifs 2030, même s'ils sont officiels et signés, eh bien, restent discrets, on a intérêt à faire comme ça. Et manifestement, les gouvernements ont envie qu'ils restent discrets. Il suffit de voir, on n'en parle jamais dans la presse. C'est quand même, manifestement, le traité international le plus signé, à mon avis, de tous les temps. Je n'ai pas fait une recherche pour le confirmer, mais 193 pays, je doute qu'il y ait eu des accords dans le monde qui aient fait mieux. Et on n'en parle jamais. Donc manifestement, il n'y a pas un souhait de communication. Il y a plutôt un souhait de discrétion. Donc le fait d'avoir une sorte de cacophonie entre les différents pays, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de coordination, et donc ça ne met pas en avant cet agenda 2030. Ensuite, pourquoi est-ce que la France serait stricte et pas la Suède? On pourrait faire le contraire. Eh bien, c'est parce que les Français sont a priori des Gaulois réfractaires, pour paraphraser encore une fois Macron. Mais sérieusement, la majorité des Français ne sont pas prêts à se faire injecter une puce électronique, par exemple. C'est d'ailleurs quelque chose qui est à peine abordé, même dans les médias alternatifs. On n'en parle pas comme une possibilité dans l'immédiat. Or, en Suède, on injecte déjà des puces électroniques, y compris comme passe. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la mentalité suédoise est plus ouverte à ce genre de technologie que la mentalité française. Dès lors, à quoi ça sert d'aller ennuyer, j'ai failli le dire, comme Macron, mais je ne vais pas tout le temps imiter Macron, la population suédoise, puisqu'il est très probable qu'elle va facilement accepter la suite des événements sans qu'on les y oblige, alors que les Français, il faut vraiment les dompter. Et donc c'est logique que la politique soi-disant sanitaire de la France soit bien plus stricte que celle de la Suède. Donc c'est logique tout ça. Évidemment, je ne peux pas vous dire avec certitude quel sera le prochain coup que nous allons recevoir pour nous imposer ces identités numériques après la victoire probable concernant le pass actuel. J'ai des idées, de l'imagination, mais je ne peux pas en être certain. Par contre, on peut regarder l'actualité et réfléchir, de faire des liens entre différentes actualités qui peuvent paraître tout à fait différentes. Bien sûr, on parle d'un nouveau variant du HIV qui pourrait provoquer une nouvelle pandémie. Évidemment, on serait alors reparti avec un pass sanitaire ou autre et la stratégie continuerait. Seulement, ce sera un peu du réchauffé puisqu'on vient de vivre en tel épisode. Stratégiquement, ce serait plus intelligent de venir par une autre voie. Mais encore une fois, ça ne prouve pas qu'ils le feront comme ça. C'est juste de la spéculation. Mais est-ce que la guerre en Ukraine peut avoir un lien? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais on peut toujours réfléchir. Et comme ça, s'il y a quelque chose qui se dessine, on est intellectuellement, psychologiquement prêt à comprendre rapidement ce qui se passe. Il est quand même étonnant de voir que depuis des années, que la population du Donbass, donc des provinces indépendantistes de l'est de l'Ukraine, notamment Donetsk et Louhansk, demande en fait une intégration à la Russie. Ils voudraient bien faire partie de la Russie. Ils voudraient au moins être indépendants et travailler main dans la main avec la Russie. Mais la Russie refuse. La Russie ne reconnaît pas ces provinces. Pourquoi croyez-vous que la Russie voudrait envahir des provinces indépendantistes contre l'Ukraine, pour les inclure à la Russie, alors que la population le veut bien depuis des années, et que même sur le papier, ils ne proposent pas cette inclusion, ni une reconnaissance des provinces indépendantistes?
Et pourtant, on n'arrête pas de parler de ça comme une possibilité, comme une menace russe. En réalité, si vous regardez un petit peu ce qui se passe, je vous propose d'écouter des médias alternatifs, notamment le très intéressant Xavier Moreau. Voilà, donc je maintiens mon hypothèse initiale, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de guerre en Ukraine parce que la Russie n'envahira pas et n'a d'ailleurs jamais eu l'intention d'envahir l'Ukraine. En revanche, je nuancerai un peu mon optimisme initial parce qu'il y a une déclaration assez inquiétante qui a été faite par John Kirby, donc qui est le porte-parole du ministère de la Défense américain et qui a sorti donc cette fadaise, comme quoi la Russie se préparait à tourner un film pour faire croire que l'Ukraine avait lancé une guerre dans le Donbass et avait tué des femmes, des enfants, des civils, etc., etc. Donc évidemment, c'est une déclaration mensongère. De toute manière, les États-Unis sont devenus l'empire du mensonge. Ils ont menti sur les faux camps de concentration serbes en Bosnie. Ils ont menti sur les armes de destruction massive de l'Irak. Ils ont menti sur le Boeing MH17. Ils mentent sur tout. Et là, c'est un bobard. Mais ce qui est inquiétant, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Est-ce que ça veut dire qu'ils anticiperaient une tentative d'épuration ethnique par les bandes armées ukrainiennes dans le Donbass? Il n'arrête pas de dire que la Russie ne veut pas attaquer l'Ukraine. Mais alors pourquoi on n'arrête pas de parler de ça? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des troupes qui se massent à la frontière? Qu'est-ce qu'il y a comme logique? Eh bien, le gouvernement américain et ses alliés européens qui font à peu près tout ce que les États-Unis veulent, poussent à un conflit. Pour ceux qui regardent avec un petit peu d'objectivité sans suivre la propagande du genre c'est dans l'air, etc., c'est une évidence. La question qu'on peut se poser, c'est quel intérêt ont les États-Unis à pousser à un conflit? Je dirais la version mainstream de répondre, c'est de dire c'est l'histoire du gaz, du pétrole. Les États-Unis voudraient bien vendre le gaz de schiste en Europe et voient d'un mauvais œil nos achats de gaz russe. Et non seulement économiquement, mais aussi politiquement, vu que presque la moitié du gaz consommé par les Européens vient de Russie, eh bien ça nous donne une sorte de dépendance à la Russie. Donc ça devient quelque part un partenaire politique de fait, et ça dérange évidemment les États-Unis. Ça, c'est, disons, l'explication mainstream classique. Et c'est possible que ce soit vrai, peut-être totalement vrai, peut-être partiellement vrai. Une chose vraiment importante, je vais certainement le répéter parce que je me rends compte qu'il y a une sorte de malentendu de ce côté. C'est que les politiques ont tendance à récupérer des faits réels plutôt que d'en créer. C'est beaucoup moins dangereux et beaucoup plus pratique. Exemple, imaginez qu'au mois de juillet, il fasse 50 degrés à Paris. C'est possible avec le réchauffement climatique. Et si ça arrive, ce ne sera pas une création artificielle. Ce n'est pas le gouvernement français qui aura mis des fours pour chauffer Paris. S'il fait 50 degrés à Paris, c'est en effet du réchauffement climatique en cours. Et dans ce cas, le gouvernement pourrait dire on va faire un pass climatique. Il est vraiment temps d'agir pour le climat et on va donc limiter les émissions d'énergie et on va contrôler chaque citoyen avec un pass climatique. Ça, ce sera une façon de récupérer une réalité pour mettre en place un système que l'on veut mettre en place. Quand je dis on, c'est pas nous, le peuple, mais eux, l'oligarchie évidemment, avec une bonne excuse. C'est-à-dire, le réchauffement climatique est un problème, le fait qu'il fasse 50 degrés à Paris est un problème, mais la solution ne passe pas par un pass, ils mettent le pass parce qu'eux, ils veulent le pass. Et beaucoup de gens vont croire, grâce à la propagande, que c'est la bonne solution. Et donc vont probablement l'accepter, comme la majorité a accepté le pass sanitaire et ont même voté pour en Suisse, par exemple. Vous voyez? Pareil pour le virus. Le virus existe. Certains disent qu'il a été créé, d'autres disent qu'il est naturel, mais à la limite, ce n'est pas la question. Le virus existe, il est récupéré pour mettre en passe sanitaire, etc. Il peut y avoir plein d'autres choses, du terrorisme. S'il y avait une vague d'attentats et qu'on mettait en passe antiterroriste, ça ne veut pas dire que les attentats sont organisés par la CIA, les services secrets français ou que sais-je. Il y a peut-être vraiment des ennemis qui nous veulent du mal au point de faire du terrorisme. Mais la réaction ne serait pas, la bonne réaction, ne serait pas de mettre en passe antiterroriste. Il faudrait changer la politique par rapport au pays d'où viennent les terroristes, etc. Bon, ici, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, mais c'est une excuse pour mettre le pass antiterroriste. Eh bien, pareil, la guerre en Ukraine, le conflit en Ukraine, il a des raisons d'être. Il y a manifestement certains pays qui poussent au conflit et d'autres qui essayent
de plutôt le limiter. On sait que l'OTAN s'étend de plus en plus vers la Russie, alors que la Russie avait reçu des promesses que ça n'arriverait jamais, et donc ça les a encouragés à laisser tomber l'Union soviétique. On peut dire tous ces arrangements, ces vieillots, etc. Peu importe, le conflit existe. Mais est-ce qu'il peut être récupéré pour mettre un nouveau pass en marche? Si l'occasion se présente, à mon avis, les personnes concernées ne s'en priveront pas. Est-ce qu'une guerre peut être une excuse pour mettre un nouveau pass? Eh bien, moi je vois une possibilité. Encore une fois, je dis c'est une possibilité. Je ne dis pas que ça va arriver. J'en suis pas sûr, du tout. Je dis que c'est possible. Imaginez que, effectivement, le conflit s'intensifie un petit peu en Ukraine, et que parmi les moyens d'action, dans les guerres modernes, il y a évidemment des guerres électroniques, et pourquoi pas des cyberattaques. Une cyberattaque massive qui peut vraiment venir de Russie, qui peut venir dans notre pays, qui peut être organisée par des services secrets occidentaux, par exemple, qui ont intérêt à faire croire que la Russie fait une cyberattaque. Tout est possible dans une guerre. Mais si elle vient, on pourrait très bien faire une identité numérique vérifiée quotidiennement par reconnaissance faciale avec votre téléphone portable. C'est une technologie qui existe déjà. Elle existe par exemple en Australie, où il y a des confinements à la maison. Et on vérifie le confinement avec une reconnaissance faciale sur votre propre téléphone, qui est géolocalisée au moment où vous prenez la photo. Et ainsi, on peut être certain de l'endroit où vous êtes. Eh bien, si les grandes banques, les hôpitaux ou les sites gouvernementaux, etc., étaient attaqués par des hackers constamment, on pourrait dire, eh bien, pour empêcher les étrangers, notamment les Russes, d'attaquer nos hôpitaux, etc., eh bien, on va mettre une identité numérique avec reconnaissance faciale. Et donc, on pourrait identifier les hackers éventuels et être certain de leur origine en quelques clics. Et voilà encore une manière de mettre en place le système dont je suis en train de parler. Est-ce que tout ça est complotiste? On voit par exemple que depuis le début de la crise, des gens font des liens étonnants entre la 5G et le virus et puis les injections. Et alors on a dit des trucs comme quoi il y avait des interactions entre les ondes 5G et des nanoparticules contenues dans les injections. Est-ce qu'il y a un lien entre la crise et la 5G? Eh bien oui. Mais il y a un lien, mais qui ne ressemble pas vraiment à ce qui est dit par certains complotistes. Il y a un lien qui est évident. Vous avez vu que partout, on utilise comme prétexte le virus pour mettre en place des passes. Les passes communiquent des informations. Il faut pouvoir scanner en QR code, et donc il y a une interaction entre un terminal et un téléphone, et ces informations doivent circuler. Mais ces communications, si tout le monde a un QR code, en passe, qu'il faut communiquer d'abord une information, l'injection, une deuxième information, par exemple votre utilisation de carburant si c'est en passe climatique, par exemple le fait que vous soyez fiché S. Bref, comme le crédit social chinois, où chaque fois que vous faites quelque chose, vous traversez la rue, vous faites un achat, vous allez en pharmacie, etc., eh bien votre téléphone communique avec une centrale qui suit vos faits et gestes. Cette quantité d'informations ne peut pas être traitée par la 4G traditionnelle que nous avons en Europe. Donc, il faut un réseau 5G moderne, rapide et surtout avec des capacités importantes pour pouvoir mettre un tel système en place. Entre une cyberattaque, qui peut venir d'autre chose que la guerre en Ukraine, évidemment, une nouvelle pandémie, un pic de chaleur, une guerre, n'importe où, une vague terroriste, on l'a dit, ou autre chose à laquelle je n'ai pas pensé. Ce que je dis par contre, c'est que d'ici à la fin de l'année, et probablement bien avant, il va y avoir un événement qui va faire que la plupart des pays, que ce soit ceux qui ont déjà levé les restrictions aujourd'hui, au moment du convoi français, quand je tourne cette vidéo, ou les pays où les convois ont gagné la bataille, tous ces pays vont remettre en place une forme d'identité numérique, en passe sanitaire ou d'injection,
vous savez pourquoi j'évite les mots, en passe climatique, en passe antiterroriste, en passe sécurité par exemple avec les fichiers S ou les personnes qui auraient été condamnées pour des agressions ou des choses comme ça qui ne pourraient pas rentrer dans certains lieux, une identité numérique pour Internet, ça pour moi c'est une quasi-certitude. Et si ça n'a pas lieu d'ici à la fin de l'année, à mon avis ça aura lieu bien avant, ce sera peut-être début 2023. Bien sûr j'espère avoir tort. Et d'ailleurs je disais récemment à quelqu'un qui m'interpellait sur Internet, qui se reconnaîtra s'il écoute ma vidéo, que c'est difficile d'être prophète. Parce que si on a raison, on n'a servi à rien, on n'a pas réussi à prévenir la catastrophe qu'on annonce, et si on a tort, on nous le reprochera. Mais ce n'est pas de la prophétie que je fais. Les décisions qui sont en train d'être prises sont logiques et cohérentes par rapport à certains objectifs, qui sont des objectifs officiels, même si on en parle peu. Et donc, tôt ou tard, il faut bien que les décisions soient prises. Et donc, je ne prends pas de risque en disant ça. Et j'espère donc que si malheureusement il n'y a pas d'une résistance suffisante et que les événements ont lieu comme je l'annonce, ça permettra aux personnes qui n'ont pas encore pris conscience de la logique de tout ça, de peut-être aller revoir mes nombreuses anciennes vidéos sur le sujet pour comprendre la stratégie depuis le début. En tout cas, c'est ce genre de réaction que j'espère pour que mon travail soit utile. Je voulais faire une petite vidéo d'actualité, je crois qu'elle ne sera pas si petite que ça, vous me connaissez, je suis très bavard, j'ai toujours beaucoup de choses à dire, j'essaie de concentrer, je tiens compte du fait que vous me demandez qu'elle soit courte, que les vidéos longues c'est parfois difficile de les voir en entier, je fais mon possible, mais il y a tellement de choses à dire que je n'arrive pas à être vraiment très bref. Je vais revenir très vite avec une question qu'on m'a posée, pourquoi est-ce qu'il y a des maladies comme la pandémie en cours où le nombre de victimes est très faible par rapport au nombre de contaminés, et des maladies comme Ebola où le nombre de victimes est énorme. La majorité en fait des victimes meurent. Pourquoi ? Je répondrai à cette question dans une vidéo que je suis en train de préparer. À bientôt et merci pour votre fidélité toujours grandissante. On est à 10% d'augmentation des inscrits à ma chaîne par mois actuellement.